Bonjour à tous déjà, et puis merci d'être venus pour cette conférence sur petit déjeuner sur les technosurveillances en droit du travail. Juste un petit rappel, pour les habitués qui connaissent, la session sera filmée. Je vous propose dès lors, pour une meilleure organisation, de concentrer vos questions à la fin de cette session, notamment sur le dernier slide, et vous pourrez effectivement poser vos questions. Ça permettra effectivement d'organiser les choses le mieux possible. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Emmanuel Wall, je suis directeur du département droit du travail numérique au sein du cabinet. Droit du travail, droit social, droit de la fonction publique, et bien sûr avec une expertise sur le droit du travail numérique. Et c'est aujourd'hui plus particulièrement que je voudrais aborder, on fait un point sur les questions de la technosurveillance une à deux fois par an, soit sur une conférence dédiée, soit sur un petit déjeuner, notamment pour examiner les différents marqueurs, en l'occurrence plus précisément dans le cadre d'une revue de jurisprudence sur les problématiques notamment de messagerie, utilisation d'Internet. Aujourd'hui, on va être un petit peu plus large, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce titre des technosurveillances, puisque je vous le rappelle, il s'agit de l'ensemble des, des dispositifs centrés sur le contrôle, notamment des salariés, et à l'intérieur duquel on trouve aussi bien la cybersurveillance, aussi bien la vidéosurveillance, la biométrie éventuellement. Alors aujourd'hui, vous verrez, la vidéosurveillance, je ne l'aborderai pas directement, parce qu'il y a eu peu d'activités, en tout cas jurisprudentielles, mais néanmoins, je ferai une aparté sur une évolution et sur un argumentaire de jurisprudence que l'on peut se poser par rapport je dirais, à diverses interprétations que l'on a pu voir à travers certains magistrats. Les enjeux, on est toujours sur une maîtrise des outils de surveillance des salariés. Je dirais qu'il s'épaissit parce que on a des problématiques toujours plus rapides, avec là encore, des situations, on l'a encore vu récemment, je vais l'aborder sur des SMS notamment, la biométrie qui a quelque peu évolué également. Les défis, bien entendu, on est aujourd'hui et de plus en plus sur une déterritorialisation, je dirais, du poste de travail, et donc du coup, en contrepartie, une hyperconnexion, et donc une volonté de toucher sur toutes les frontières le salarié, alors que effectivement, par rapport à ça, son bureau physique est de moins en moins présent. Je reviendrai sur quelques exemples qui m'ont interpellé, pas plus tard que ce week-end, il y avait un dossier plutôt bien fait dans notre journal quotidien Le Monde sur cette, je dirais, déterritorialisation des bureaux, où on a aujourd'hui, d'ailleurs, je le constate avec certains clients, on va dire des évolutions dans lesquelles on se retrouve avec volontairement moins de bureaux que de salariés. Donc, on a une volonté de passer certains messages. Si vous arrivez en retard au travail, donc du coup, vous vous retrouvez relégué dans des bureaux qui sont peut-être moins agréables, etc. Donc, ça crée, je dirais, une autre ambiance, et ça fait partie aussi de l'évolution, puisque là encore, on vous demande aussi peut-être d'être moins à 8 heures ou 9 heures à un bureau, mais d'être surtout joignable
à toute heure de la journée. Et donc, vous me voyez venir, on a beaucoup parlé, notamment avec cette loi du travail, loi El Khomri, qui a été ratifiée très récemment sur le droit de la déconnexion, où je terminerai effectivement cette présentation sur ce qu'il est intéressant d'anticiper, puisque d'ores et déjà, la loi prévoit au 1er janvier 2017, en tout cas, une posture sur ce droit à la déconnexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les moyens, je vous propose, en tout cas pour partie, de vérifier les marqueurs de la jurisprudence à travers quelques exemples très précis et les tendances, bien sûr, la première d'entre elles, comme je l'évoquais, ce droit à la déconnexion. Je vous rappelle d'ailleurs, sur le droit à la déconnexion, certains exemples européens ont pris le devant. Je parle des exemples BMW, Daimler en Allemagne. J'en avais déjà parlé il y a 2 ans dans un petit déjeuner où on anticipait le droit à la déconnexion déjà au cabinet depuis quelques années. On voit qu'aujourd'hui c'est réalité. D'ailleurs intégré pour la première fois dans la convention collective Syntec il y a quasiment 1 an. Donc, on va suivre le plan suivant, cybersurveillance, géolocalisation, biométrie. Quand je parle de cas pratiques, c'est, je vais vous l'avouer, certaines situations que je connais à l'heure actuelle, qui ne sont pas encore, en tout cas, pris dans des décisions de jurisprudence, mais qui permettront de faire le lien avec les argumentaires que l'on va voir dans des arrêts bien précis. Alors, je vous propose d'aborder ce tour d'horizon de la technosurveillance par, je dirais, le fer de lance souvent, la cybersurveillance, donc notamment la messagerie électronique, le téléphone portable et Internet, et des cas de jurisprudence récents de 2015 à 2016, et de vous montrer un peu le marqueur de tout ceci. Alors, je vous ai volontairement, une fois n'est pas coutume, mis l'attendu de chaque décision, mais ici je vais vous faire une lecture assez rapide de ce qu'il faut retenir de cette situation. La ligne de partage, comme on le sait, dans l'utilisation de la messagerie électronique notamment, ou d'Internet, entre vie professionnelle et vie au travail, n'est pas toujours aisée à tracer à l'heure des technologies, et elles permettent à la fois de travailler, on l'a dit, en tout lieu et à tout moment, et inversement, d'accéder à une messagerie éventuellement privée à partir d'un ordinateur professionnel durant le temps de travail. C'est cet arrêt, d'ailleurs, qui a 2 étages, puisqu'on verra la jurisprudence juste après, qui vient tirer un peu la conséquence également de cette décision, qui vient préciser quelque peu la situation. Je vous rappelle que la Cour de cassation a posé depuis longtemps, 2001, c'est l'époque de l'arrêt Nikon, je dirais les bases, les principes selon lesquels l'employeur peut produire en justice et consulter les messages reçus ou émis d'une messagerie professionnelle dès lors qu'ils n'ont pas été identifiés comme personnels. Identifiés comme personnels par le salarié. Là, on était en 2007 pour cette règle-là. Et je vous rappelle, sauf en cas de risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir, ne peut accéder soit à un fichier, soit à une messagerie, un mail identifié par le salarié comme personnel, qu'en sa présence, ou si le salarié est absent, dûment appelé. C'est-à-dire, on va essayer de notifier le fait que l'on a besoin de lui, effectivement, pour ouvrir un mail ou éventuellement un fichier dans son ordinateur. Donc,
Ça, c'est, je dirais, la base. Dans cet arrêt, dans cette affaire, un employeur, notamment, reprochait au juge du fond d'avoir écarté comme preuve des courriers et fichiers intégrés dans le disque dur de l'ordinateur professionnel d'un salarié, du fait qu'il avait été émis ou reçu par le salarié à partir de sa messagerie personnelle. Donc, c'est-à-dire que sur son poste professionnel, il avait deux types de messagerie, la messagerie professionnelle et la messagerie personnelle. Et la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de l'employeur et oppose à l'employeur le secret des correspondances. Hein, on est sur l'article 8, ou plutôt l'article 9 du Code civil, notamment, assez classique là-dedans, et en considérant qu'ayant constaté, je reprends les termes de l'arrêt, que les messages électroniques litigieux qui étaient stockés dans le disque dur de l'ordinateur, mis à disposition par l'entreprise, provenaient de la messagerie personnelle de la salariée distincte de la messagerie professionnelle. Donc, ici, on a très clairement une ligne de partage, un marqueur qui implique effectivement qu'à partir du moment où on a une pièce, où on a en l'occurrence des mails qui sont éventuellement à produire dans le cas d'un litige, ici à l'appui en tout cas d'un licenciement, ils vont être opposables à l'employeur si ce message provient d'une messagerie personnelle. Alors, je vous en parle parce que finalement, un de ces aspects pourrait être néanmoins régulé, bien sûr, par les outils de gouvernance classiques, que ce soit le règlement intérieur ou la charte d'utilisation des systèmes d'information qui peut effectivement réguler les choses. Comment? En explicitant le mode d'utilisation éventuel d'une messagerie personnelle. Il y a certains métiers, par exemple, où on admet le fait que la messagerie personnelle ne puisse être utilisée, même à titre exceptionnel. Là, je prends des situations à la marge. Et de la même manière, il y a une possibilité de réguler, même si la CNIL, vous vous en souvenez, nous dit qu'il n'est pas raisonnable d'interdire complètement l'usage de la messagerie personnelle. Mais avec ce type de décision, bien entendu, on a une possibilité de régulation des choses pour que la règle du jeu soit plus tranchée. Le deuxième volet, je dirais, de cette jurisprudence, un arrêt du 7 avril 2016, toujours chambre sociale, Cour de cassation, elle prend, je dirais, appui sur la décision que l'on vient de voir, la décision du 21 janvier 2016, pour nous dire la chose suivante. Elle vient reprocher en quelque sorte à la Cour d'appel de ne pas avoir examiné si les pièces proposées provenaient ou non justement de la messagerie personnelle. Et dans ce cas-là, s'accorder notamment à refuser des pièces, toujours à l'appui d'un licenciement, dans la mesure où cette recherche du juge professionnel, puisque là du coup on critique une position de la Cour d'appel, n'a pas été faite. Donc on voit bien ici le marqueur, c'est que dans des litiges dans lesquels souvent la preuve est le nerf de la guerre, on vient bien sûr à l'appui de ces prétentions apporter généralement des témoignages. Dans certaines circonstances, les témoignages ont un poids, mais pas toujours. Et donc, du coup, on vient étayer par, le plus souvent, des mails, des notes, également je dirais, des écrits qui sont stockés le plus souvent, bien sûr, sur le poste de travail et par le biais de la messagerie électronique qui sont envoyés par des mails. Là, très clairement, la Cour de cassation nous dit si, suite à une contestation de la partie adverse, vous deviez vérifier que le contenu de ces messages ne provenait pas de la messagerie personnelle, à ce moment-là, effectivement, j'écarte des débats les pièces en question.
très clairement, hein, le salarié produit pour justifier sa demande un courriel de la directrice d'une association, là où elle travaillait, dans lequel cette dernière s'adresse à un tiers. Et elle, dans ce mail, pour être très concret, elle nous dit j'ai dû accéder à l'ordinateur de Madame Untel pour préparer la réunion de demain. J'ai parcouru ces derniers mails et je me suis aperçu que Madame Untel cherchait du travail depuis un certain nombre de temps. Donc ce mail venait, si vous voulez, étayer les prétentions, enfin les griefs de la partie adverse. Et la Cour de cassation casse, bien sûr, l'arrêt de la Cour d'appel. Les magistrats de la Chambre sociale reprochent au juge du fond de ne pas avoir recherché si les 10 messages, effectivement, étaient issus de la boîte à lettres électronique distincte de la messagerie professionnelle. Donc on voit bien ici une volonté, si vous voulez, très affirmée de la Cour de cassation d'avoir très précisément circonscrire les débats en disant attention, à partir du moment où il y a un usage de la messagerie personnelle, elle est protégée de manière très nette par le secret des correspondances, d'où l'intérêt, à mon sens, d'avoir ici une régulation supplémentaire, une sorte de mise à jour de vos outils de gouvernance dans ce sens-là. Hein, le salarié peut donc disposer sur son ordinateur professionnel d'une messagerie personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont il dispose pour les besoins de son activité. L'employeur ne peut invoquer en justice des courriels issus de cette messagerie personnelle, leur production portant atteinte au secret des correspondances. C'est ce qu'il faut, je dirais, retirer de ces deux premières jurisprudences. Troisième point, je dirais, c'est la suite des arrêts concernant les SMS. Je rappellerai d'ailleurs qu'on a eu un certain nombre ici de précédents depuis, on va dire, 2-3 ans. Première chose intéressante, c'est que c'est la chambre commerciale ici de la Cour de cassation qui a appliqué une jurisprudence sociale relative aux SMS, émis et reçus, je vous rappelle, depuis un téléphone professionnel. Ici, encore une fois, dans un litige commercial. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ainsi, dès lors que les SMS ne sont pas expressément identifiés comme personnels, vous me direz comment on fait avec un SMS, on va y arriver, l'employeur peut les lire sans que la présence du salarié ne soit requise. Vous vous souvenez déjà du premier principe qu'on avait identifié dès 2001 et amplifié en 2007. Là, très clairement, s'agissant des SMS, la chose est très claire. Et donc, du coup, à partir du moment où l'employeur peut les lire sans que la présence du salarié ne soit requise, effectivement, il peut les utiliser comme moyen de preuve. C'est ce qui s'est passé ici, dans cette situation. Alors, la portée de cet arrêt est intéressante, parce que certains de mes confrères tempèrent un petit peu tout ça, et nous disent que c'est finalement, on avait déjà un arrêt du 13 novembre 2014 qui venait nous dire un petit peu tout ça. Moi, je pense que ici, dans cet arrêt du 10 février 2015, se place dans la même ligne directrice que l'arrêt effectivement de 2014, mais plus encore dans un arrêt de 2011. Mais il précise, à mon avis, un petit peu plus les choses. De messages écrits, envoyés ou reçus par le salarié, avec le téléphone mis à la disposition par l'employeur pour les besoins du travail du salarié, si deux conditions sont réunies. C'est ce qu'on retrouve dans cet arrêt, je vous en fais la synthèse. Si les SMS sont présumés être professionnels et l'employeur peut en prendre connaissance sans que la présence du salarié soit requise. C'est les deux conditions que l'on doit ici retrouver. Et bien sûr, donc,
à mon sens, se pose ici la question pratique suivante. Comment identifier un SMS comme personnel, puisque, bien sûr, par ces applications, on n'a pas un objet comme on peut l'avoir dans une messagerie. Ce qui est intéressant, c'est que on voit, bien entendu, de plus en plus comme applicatif, même d'ailleurs chez les avocats, ces messageries instantanées. Je crois que ça correspond à un besoin, on le sait, d'informations instantanées. On a besoin effectivement parfois de réponses très rapides par rapport à des besoins clients, etc. Donc il est probable, compte tenu des jurisprudences que l'on peut voir, que le contentieux lié au CMS va devenir un petit peu plus, je dirais, important. D'où l'intérêt, du coup, euh, de, 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 bien comprendre, je dirais, ce marqueur, puisque on nous dit très clairement que cet applicatif est un peu dérogatoire en termes de règles à celui de la messagerie, et à partir du moment où rien n'est identifié, je dirais, dans l'applicatif comme personnel, à ce moment-là, c'est admissible et c'est présumé, en tout cas, professionnel. D'où peut-être l'intérêt, et je m'adresse bien sûr peut-être à certaines DSI, de regarder peut-être des applicatifs dans lesquels il y aurait éventuellement une possibilité, peut-être de périmétrer différemment les SMS pour les faire tomber directement dans un ensemble professionnel, ou alors, encore une fois, de prévoir dans le cadre d'une charte d'utilisation ou dans votre règlement intérieur, là encore, un paragraphe, une phrase qui vient réguler cette situation et considérer qu'à partir du moment, par exemple, je prends une règle de partage, une articulation, à partir du moment où vous donnez un téléphone professionnel, un smartphone à un salarié, je dirais tout ce qui se passe à l'intérieur, quel que soit l'applicatif de messagerie instantanée, il sera écrit dans votre règlement qu'il s'agira effectivement d'un message professionnel. Et dans ce cas-là, on évitera en cas de contentieux, parce que vous l'avez bien compris, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que le salarié, lui, se défend en disant que pour telle ou telle raison, les SMS en question sont, bien sûr, pour lui, estampillés personnels. Pour éviter ces débats, pour éviter de rentrer, je dirais, dans cette situation, donc la meilleure chose, effectivement, est de clarifier les règles du jeu dès le départ, et vous ne pouvez le faire pour les rendre opposables que dans le cadre, comme je l'évoquais, de ces outils de gouvernance que sont le règlement intérieur ou la charte d'utilisation. Alors, on aborde maintenant l'aspect de l'utilisation d'Internet. Alors, j'ai pris un arrêt assez marqué de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 janvier 2015 où effectivement on est dans une situation de licenciement pour faute grave. Alors on ne rentrera pas là dans ces débats, mais c'est vrai que ça a une incidence. C'est que si on va sur ce terrain pour l'employeur, stratégiquement, c'est souvent une question qu'on me pose, vous avez tout intérêt, et le juge dans les débats me le demande, de vous positionner sur la faute grave. Parce que ça implique un certain nombre, si vous voulez, de prises de position par rapport à ça. Et ça, je dirais, c'est un petit peu un autre aspect de notre du débat. Ici, vous le voyez, dans cette affaire, on a une personne qui s'est connectée de manière extrêmement
extrêmement importante à partir du poste professionnel et qui, on le voit, fait apparaître la connexion sur des sites marchands avec j'ai pris les éléments directement sur l'arrêt où on voit effectivement quelque chose de très marqué. Il faut se rappeler dès 2002-2003, la Cour de cassation, par ailleurs, s'était positionnée déjà sur ce type d'affaires à partir du moment où est rapportée la preuve de ce type de connexion. Je me souviens notamment d'un arrêt qui constatait 40 heures de connexion sur des sites marchands sur une période d'un mois, de 30 jours, qui constituait donc là aussi une faute et qui a justifié un licenciement. Là, de la même manière, effectivement, on se trouve dans une situation identique. Alors, la chose intéressante par ailleurs, et je voulais indiquer, c'est que le juge de la Cour d'appel se fonde sur le non-respect du règlement intérieur pour certaines de ces dispositions et pour indiquer qu'effectivement il y a violation au-delà, si vous voulez, de la preuve de ces connexions très importantes et de la charte d'utilisation de la messagerie électronique. Ça, ce sont les arguments même du juge qui reprend les écritures des acteurs de cette affaire pour étayer sa décision. Donc, on a deux phases. La première, on y reviendra peut-être tout à l'heure, celui de la preuve de ces connexions. Bien entendu, il y a deux aspects. Soit vous faites une enquête interne, soit vous utilisez ce qu'on appelle dans notre jargon l'article 145. Vous allez demander au juge d'étayer un petit peu les choses. J'y reviendrai là-dessus. Sachez, c'est une des tendances du droit du travail calé sur les technologies, c'est qu'aujourd'hui, les licenciements, les affaires que je vous montre, les lettres de licenciement que je vous montre, ne sont fondées que sur la mauvaise utilisation des technos. Il y a quelque temps encore, on mêlait un peu les deux parce qu'on n'était pas sûr de la force, je dirais, de ces arguments calés sur le non-respect des technos. Là, l'affaire qui a donné lieu à cette décision, la lettre de licenciement n'est, je dirais, axée, le périmètre du litige n'est que la mauvaise utilisation, bien entendu, d'Internet. Et d'où l'intérêt d'étayer, je dirais, la situation par un niveau de preuve qui soit le plus épais possible. Et de la même manière aujourd'hui, si on passait très souvent par le constat d'huissier, c'est quelque chose d'assez rapide, on a des huissiers d'ailleurs qui sont extrêmement compétents au niveau des technos, ça vous êtes maintenant tous au courant, mais c'est vrai que vous en avez, il y a d'autres huissiers qui sont moins à l'aise. Donc essayez de cibler un peu des huissiers qui ont un petit peu l'habitude, bien sûr, de travailler avec ces outils. Et ce que je voulais dire aussi en termes de tendance, c'est que maintenant des enquêtes internes, c'est-à-dire le service même de votre service informatique, peut rédiger un rapport, j'ai quelques affaires, qui vont fonder la preuve principale éventuellement de cette utilisation abusive du système. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est de marquer que l'usage abusif a été vraiment relevé par la Cour d'appel. Elle ne s'est pas contentée juste, si vous voulez, d'indiquer que c'est parce qu'elle constate qu'il y ait 6000 connexions que ça suffirait à licencier. Avant d'aborder ce cinquième dossier, je vous dis ça parce que j'ai en tête une situation, un dossier qui a été plaidé en 2015, dans lequel
Le salarié en question venait à 8h30, il commence à 9h, il se logue, il va sur Le Bon Coin, sur la centrale régulièrement, sur des sites, et il laisse ses fenêtres ouvertes durant toute la session, je dirais, de son travail. À 9h, il rentre dans le périmètre du travail effectif, et ses fenêtres sont ouvertes. Et notamment par le jeu des cookies, il a des incursions et donc des logs qui viennent se caler là-dessus. Et effectivement, j'étais à cette époque côté salarié. Ce que j'ai démontré au juge, c'était de lui dire qu'il y a une partie importante du constat qu'on m'a fait sur les logs, où on marquait 6000 connexions sur le mois, une partie importante qui était générée par ces cookies, eux-mêmes déclenchés à une période où le salarié ne travaillait pas. Alors il a fallu être très pédagogue parce que voilà, mais donc plus de 80% de ces logs étaient, si vous voulez, pour moi, ne démontraient pas l'utilisation abusive. J'ai gagné. Donc, ce qui montre quand même là-dessus qu'il faut s'appuyer sur des preuves relativement solides. Ça ne va pas se faire, je dirais, notamment uniquement par cette constatation-là. Il faut aller un petit peu plus loin, surtout aujourd'hui, on est tous à peu près, on a une certaine maîtrise de tous ces outils. Vous ne pouvez pas dire à un simple salarié que ça se passe comme ça et il a lui aussi des moyens d'investiguer pour savoir comment ça se passe. Tout le monde a un niveau de connaissance aujourd'hui qui permet de vérifier, de voir comment fonctionnent ces problématiques de log de connexion. Dans cet arrêt, on change un peu de secteur. Je vous ai montré du privé. Maintenant, on est dans du public, cour administratif de Nantes. Et j'ai voulu revenir un peu sur ces problématiques liées à des faits extérieurs à la période de travail qui peut avoir un impact, bien sûr, sur votre travail. Et ici, ce sont un agent territorial, un prof de gym, comme on disait à Nice, qui s'est lâché sur le réseau Facebook sur un conseiller territorial. Il faisait mal son boulot, qu'il était un bon à rien, etc., etc. Il le dit un peu comme on peut parfois se lâcher entre amis dans un bar ou sur un comptoir. Allez, avouons que de temps en temps, je dirais dans ce cercle privé, on peut de temps en temps critiquer un peu ses ennemis. C'est ce qu'il fait. Là, il le fait avec les outils qu'il a l'habitude de traiter, c'est-à-dire sa page Facebook, etc. Sauf que, effectivement, là on rentre dans ces détails-là, son mur est rendu public par un paramétrage qui n'est pas suffisamment hermétique, et dans ce cas-là, effectivement, sa page Facebook, j'ai vérifié et lu, en tout cas, page vue à peu près 8000 fois, ça suffit bien entendu pour répandre la situation et il va être licencié pour défaut à son devoir de réserve. Alors, là, la situation, c'est de savoir si ces propos, et ça a toujours été la ligne d'analyse, soit du Conseil d'État ou de la Cour administrative, soit de la Cour de cassation, savoir si les faits que vous pouvez faire en dehors du travail peuvent avoir un impact sur, bien sûr, votre vie professionnelle. On a quelques arrêts, pas nombreux, assez significatifs. Un employé de bureau de banque qui détourne certains fonds à l'extérieur, c'est-à-dire notamment en vendant des biens, etc., et qui est pris dans une problématique
de déloyauté a suffi effectivement à le faire licencier, parce qu'on considérait qu'il devait y avoir ici pour un employé de banque une loyauté particulière. Un routier qui se voit notifier un retrait de permis alors qu'il était en vacances pour alcoolémie, donc perd son permis, et donc du coup, là encore, le licenciement a été fondé. Là, me semble-t-il, on va un petit peu plus loin. Sur une page Facebook, on se cale sur des propos, certes, injurieux, en tout cas qui peuvent être considérés comme tels, qui impactent un membre de la mairie et qui vient effectivement, je dirais, sur ce terrain-là, impacter la vie professionnelle, et on considère du coup que ces propos sont peuvent enclencher le licenciement. Alors, là encore, et ça se voit hein, de manière très marquée, la nécessité, notamment pour le secteur public, dans son règlement, dans ses divers outils de gouvernance, une nécessité un petit peu de donner les règles du jeu sur l'utilisation des réseaux sociaux, etc. On a vu certaines affaires, notamment dans le domaine du secteur public en règle générale, venir sur ce terrain-là. De plus en plus, on voit que c'est quelque chose qui a une certaine répercussion. Cet arrêt me paraît être intéressant comme un marqueur en disant attention, la ligne finalement, elle est assez marquée et on voit une volonté de réguler des propos qui pourraient être divulgués sur tel ou tel réseau social. Autre un peu un contrepoint, cette fois on est sur un arrêt du 6 mai 2015, toujours ici sur la liberté d'expression, secteur privé, et là c'est un petit peu différent dans cette affaire, mais pour vous montrer qu'on est vraiment sur une appréciation des éléments de fait. On a un salarié qui va, encore une fois, sur, alors cette fois pas un réseau social, mais un journal Internet, commenter les prises de décision de sa direction sur le licenciement d'un de ses collègues. Il s'agit, ici on est dans le secteur de l'électricité, et il va notamment indiquer que certains éléments ont abouti, si vous voulez, à un licenciement non légitime, etc. L'employeur a connaissance de ces éléments, il engage une procédure de licenciement. Là, on nous oppose, me semble-t-il à juste titre, la liberté d'expression du salarié. Les propos sont des propos assez durs, mais qui ne sont pas qualifiés d'injurieux. En dehors de la sphère professionnelle, elles ne doivent pas impacter, je dirais, la carrière de cette personne, et donc du coup, le licenciement a été considéré comme non fondé. Donc on est là aussi sur un autre marqueur assez intéressant. On voit bien dans le secteur public, bon, on comprend, c'est la ligne classique. Alors peut-être, vous allez me dire que le fait d'avoir divulgué sur Facebook, donc avec un spectre de pages vues plus importante que une plateforme locale a son incidence. En tout cas, c'est pas les motifs de la décision du juge qui s'approprie le message, qui analyse ou non le caractère injurieux et qui le confronte
à la sphère, je dirais, vie privée, vie professionnelle, et qui en mesure l'impact. Alors, on va changer de technologie. On était sur l'Internet, messagerie, etc. Je voulais évoquer avec vous la géolocalisation pour quelques raisons. La première, c'est que il y a eu une nouvelle délibération de la CNIL qui est venue préciser un certain nombre de choses que j'ai notamment repris et qui me permet notamment de voir avec vous certaines décisions très rapides et pour vous indiquer qu'effectivement il est possible dans les prochains mois d'avoir là encore des décisions qui vont préciser un certain nombre de choses. Il y a des contentieux en cours sur la géolocalisation et vous indiquez plus particulièrement une position qui s'affine à la fois de la CNIL qui tranche un peu les choses et à la fois des juridictions qui prennent la mesure, en tout cas, des délibérations de la CNIL, où tout service, je dirais tout applicatif sur la géolocalisation, très clairement, une interdiction de la géolocalisation en dehors du temps de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à mon sens, il va être extrêmement délicat de justifier qu'il n'y ait pas un bouton, je vais le dire comme ça pour synthétiser, on-off de tout applicatif de géolocalisation. Il faut, en dehors des périodes de travail effectif, pouvoir couper de manière définitive l'applicatif géolocalisation afin qu'il n'y ait aucune donnée collectée par le système. Aucune. S'il y en a pour des raisons techniques, a priori on verra les décisions à venir, il est possible que ça pose un problème. Donc dans vos cahiers des charges sur la géolocalisation, il faut travailler cette question. Parce que dans l'avenir, on sait, à mon sens, ça posera un souci. C'était, si vous voulez, il y a des ajustements qui étaient discutés ces dernières années, ces derniers mois là-dessus. Lorsque je vois ces situations, je commence très clairement à comprendre les positions de la jurisprudence vont se placer de manière beaucoup plus tranchée sur la question. Dans la même logique, Cour d'appel de Colmar, interdiction de la géolocalisation en cas d'alternative moins attentatoire aux libertés du salarié. Ici, si vous voulez, on reprend la délibération de la CNIL et son analyse sur la géolocalisation et on nous dit, vous n'utiliserez cet outil que si vous n'avez pas d'applicatif alternatif. Alors bon, généralement quand on regarde la géolocalisation, c'est que, je dirais, on en a un besoin, en tout cas la question matériellement se pose, et là encore, on a une interprétation stricte de cette position. Ça veut dire aussi sûrement que si les personnes soumises à la géolocalisation ont une autonomie certaine, vous comprendrez du coup que venir légitimer une position de géolocalisation peut poser problème également. Donc ça, c'est pour vous donner un marqueur supplémentaire sur la problématique de la géolocalisation et pour vous dire, attention, ici, faire une synthèse, bien sûr, on incorpore les recommandations du Conseil de l'Europe dans la délibération de la CNIL récente du 4 juin 2015 et du coup,
on a une anticipation de la jurisprudence sur des positions qui vont être beaucoup plus tranchées sur les systèmes de géolocalisation. Alors, derrière ça, à partir du moment où on a le bon cahier des charges, et on se tient stricto sensus, je dirais, aux critères évoqués notamment par la CNIL, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de raison, notamment, de ne pas envisager un système de géolocalisation qui soit, je dirais, conforme à la législation. Heureusement, ça fonctionne très bien. L'avantage, notamment, de cette nouvelle délibération, me semble-t-il, de la CNIL, c'est qu'elle vient poser des frontières beaucoup plus nettes que jadis, avec une position là aussi arrêtée de la jurisprudence. Et donc, on sait que si on se trouve dans ce périmètre-là, on sera tout à fait conforme à la législation qui a été un petit peu vacillante. Alors ici, bien sûr, je vous fais état des recommandations, pas de réactivation en mode profession et par l'employeur, information, consultation préalable des IRP, bien sûr, information individuelle. On a encore, on a beau le répéter dans nos process, on a tout intérêt, si vous voulez, à démarrer le processus d'information le plus tôt possible. Souvent, on a un peu, en tant qu'employeur, une réaction à décaler les choses et le faire un peu au pied du mur. Par expérience, les solutions dans lesquelles, je vais vous donner un ordre d'idée, où on a une discussion d'1 an avant d'arriver à l'allumage de la géolocalisation, donc on vient purger, même si, notamment, les IRP ne sont pas d'accord, si on vient purger, on répond à l'ensemble des questions sur l'information, il est très très rare de voir le système être considéré comme non conforme par le juge après. Par contre, effectivement, si on s'y prend 2-3 mois avant, ça donne un levier au juge en disant dans son appréciation que de toute manière, toutes les informations n'ont pas été sinon données, purgées et discutées, et donc de remettre en cause le dispositif. On a vu la géolocalisation, certes rapidement, mais sur les points marquants. J'aborde la biométrie de la même manière. Pourquoi j'ai voulu vous en parler? Je rappelle la définition, l'ensemble des techniques informatiques permettant d'identifier un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques, comportementales, c'est-à-dire à partir d'une réalité biologique permanente. On est sur une preuve univoque, ça ne peut être que vous, d'où une position, là encore, assez tranchée de la CNIL, et qui est venue, c'est assez remarquable pour le souligner, modifier, qu'à mettre à jour, simplifier les autorisations qu'elle avait préalablement mises en place. De mémoire, il y avait eu l'autorisation numéro 7, numéro 8, 19 et 26, on avait 4 autorisations en fonction notamment de l'appréciation du fort impératif de sécurité que vous pouviez trouver. Donc, une centrale nucléaire, on peut agencer les eaux, on peut considérer qu'elle avait une certaine facilité à considérer que pour le périmètre de ces établissements, elle pouvait utiliser la biométrie. On l'a vécu, une cantine scolaire, c'est moins vrai. Pourtant, je dirais, pour des raisons techniques, c'était pratique. Mais la CNIL a dit, ben non, il n'y a pas de fort impératif de sécurité, vous utilisez un autre processus, par exemple. Là où c'est
un petit peu gênant, c'est que vous avez certaines sociétés de sécurité, notamment qui gèrent des immeubles sensibles, etc., pour lesquels, là aussi, le fort impératif de sécurité n'était pas, selon l'autorité administrative, forcément légitime. Donc, du coup, la position de la CNIL s'est déplacée, et on n'est plus sur cette appréciation-là, on est sur la maîtrise de l'empreinte, on va dire. Si, en tant que personne concernée par la biométrie, vous avez la maîtrise de votre empreinte, c'est-à-dire qu'elle se situe, je synthétise, sur une carte que vous avez sur vous-même, dans ce cas-là, vous avez une norme simplifiée qui est la 52, ici. Si, pour des raisons à la fois techniques et de sécurité, l'empreinte qu'on a fait de vous, qui, je vous le rappelle, implique que vous ne pouvez pas apporter la preuve contraire que ce n'est pas vous, à ce moment-là, cette preuve, elle est stockée sur un serveur dont vous n'avez pas la maîtrise, et dans ce cas-là, vous utilisez la norme simplifiée numéro 53. Je vous en prie, allez-y. Autorisation unique, pardon, excusez-moi. Autant pour moi, autorisation unique. Donc du coup, de ce cadre-là, on se déplace un petit peu en termes d'analyse, on n'est plus sur le fort impératif de sécurité, et on est sur la maîtrise, le stockage technique du gabarit. Quand je parle gabarit, c'est, pour aller plus vite, l'empreinte, soit l'iris, soit l'empreinte digitale classique. Voilà, donc on vient en quelque sorte simplifier la situation. Alors, il n'y a pas à proprement parler, si vous voulez, de décision jurisprudentielle là-dessus, mais comme c'était un point sensible et nouveau, je dirais, dans le panorama des technosurveillances qui nous occupent aujourd'hui, je voulais effectivement vous évoquer ces éléments-là. Il y a à noter, par exemple, les éléments de mise en conformité que je vous ai évoqués ici. C'est d'autant plus intéressant, me semble-t-il, parce qu'il y avait certaines situations que j'ai connues, notamment en études de faisabilité, c'est-à-dire des sociétés qui ont mis au point des services de biométrie, qui avaient un petit peu du mal à pénétrer le marché français par rapport à cette demande d'autorisation, parce qu'on avait du mal à appréhender cette analyse du fort impératif de sécurité. Et de mon point de vue, du côté marchand, il y avait ce critère collatéral, apporter une sorte de distorsion de concurrence. C'est-à-dire que la société ou les sociétés dont je vous parle, qui n'ont pas pu, entre guillemets, pénétrer ce marché en France, c'était une société française, elle s'est installée avec ses salariés au Portugal, pour information. C'est pas une grosse société, hein, elle avait 6 salariés. Donc, ce que je me dis à l'inverse, c'est si une petite société arrive à se délocaliser parce que, selon elle, le droit n'est pas suffisamment en sa faveur, pour les autres grosses sociétés, vous voyez le mouvement que ça peut induire. Je voulais juste faire ce petit aparté, mais qui précise quand même que certaines positions peuvent avoir une influence aussi sur l'aspect économique des choses. Là, je parle de cas pratiques, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. C'est encore une fois des marqueurs un peu jurisprudentiels, mais qui n'ont pas encore fait l'objet à proprement parler de décision. Je parlais notamment de divulgation d'informations qui ont été déclenchées par un DSI. Du coup, je voulais évoquer avec vous certaines problématiques pour mettre en cause parfois un administrateur réseau, un DSI ou un RSSI. Parce que là, en l'occurrence, dans la situation qui nous occupe, que je ne décrirai pas trop parce que effectivement, c'est des situations
qui sont encore, je dirais, d'actualité. Il est plus opportun s'agissant de ce type de personnel, effectivement, d'envisager l'expertise ordonnée par le juge. Vous le comprendrez pourquoi. Parce qu'en règle générale, ce sont ce type de personnel qui a la clé ou les clés du réseau. Et donc, il faut pouvoir ici avoir, bien entendu, une preuve peut-être plus épaisse, sachant effectivement qu'une expertise ordonnée par le juge, bah, c'est une ordonnance par requête. Alors ça très court, hein, généralement une ordonnance par requête. À Paris, c'est tous les mardis ou tous les jeudis, ça prend 15 minutes. Simplement, il y a un petit dossier préalable à monter. Quand vous vous apercevez dans ce cadre-là qu'il s'agissait d'une personne qui collectait des données commerciales pour la concurrence, généralement, la société qui vient vous voir, elle est paniquée. Hein. Donc, il faut agir tout de suite. Donc, là encore, en fonction de la situation, vous n'avez parfois pas le choix. Soit c'est une expertise, je dirais, généralement constat d'huissier, soit expertise 145. Voilà, on revient sur des points que l'on connaît, mais qui sont toujours d'actualité, d'autant plus lorsqu'il s'agit, encore une fois, de salariés, je dirais, personnes clés de la société. Deuxième cas, qui est encore très marqué technosurveillance, cybersurveillance, une sorte de recrudescence de la fraude au badgeage. Je ne sais pas pourquoi en ce moment les gens veulent s'évader de l'entreprise et tout simplement on a ici c'est intéressant parce qu'on voit on doit pouvoir articuler plusieurs critères, le temps de travail effectif, le temps de pause et le travail effectif, à l'intérieur duquel, dans mon dessin, que je passe tout de suite après, voilà ce qui se passe. Vous avez une personne qui sort de son établissement à midi parce que c'est sa pause et qui doit débadger, aller dans le restaurant interentreprise par exemple, et donc, du coup, si vous voulez, lorsqu'elle débadge, elle sort de son travail effectif et elle est comptabilisée en tant que telle. Sauf que là, elle ne débadge pas. Le temps qu'elle utilise à déjeuner, c'est comptabilisé comme du temps de travail effectif. Et lorsqu'elle sort du restaurant, par exemple, à ce moment-là, effectivement, elle retrouve cette pause, cette période de latence, elle en fait autre chose. Là, la chose intéressante, c'est que je voulais vous mettre l'accent, c'est que pour pouvoir rendre opposables les preuves que vous collectez par le badge, vous avez deux choses principales, c'est la déclaration CNIL, le juge va vous la demander, et deuxièmement, c'est bien sûr l'information auprès des IRP. Le problème ici, dans ma situation, c'est que l'argumentation contradictoire et éventuellement le juge nous dit mais la comparaison de votre badge établissement et la comparaison du restaurant interentreprise doit être prévue dans la déclaration. Le périmètre de la déclaration doit prévoir tout ça. Donc ça veut dire que vous devez anticiper éventuellement les contournements de vos salariés. Prévoir éventuellement ce que pourrait faire votre salarié parce que inclure les données collectées d'une tierce personne n'est pas souvent évident
à prévoir. Là, il y a... Donc du coup, si vous voulez, en tout cas, ça pose pour moi une interrogation, c'est le périmètre de votre déclaration, puisqu'il s'agit d'un contrôle. Généralement, elle est dans une norme simplifiée, cette fois-ci la norme 42, et on n'a pas à y toucher. Si on nous dit, mais vous auriez dû y inclure d'autres collectes de données, ça me paraît aller au-delà de ce que demande la loi. Mais pour l'instant, on en est là. J'aborde enfin mon dernier point, le droit à la déconnexion. Je démarrais d'ailleurs sur ce thème-là sur un arrêt de la Cour de cassation qui, me semble-t-il, apporte un éclairage et on va dire un cadre pour le moins contentieux à la situation, où on voit ici que l'envoi de mails de manière extrêmement, ici en l'occurrence extrêmement systématique, a engendré, vous l'avez vu, des risques psychosociaux pour le salarié. Et ici, je l'ai souligné, hein, ces mails à toute heure, du jour et de la nuit. Ce qui fait que même si la contrepartie, le contre-argumentaire est de dire mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre, ça tient plus, hein, tout ça. Donc du coup, effectivement, ça légitime quelque part ce que la loi El Khomri a initié et validé, c'est le droit à la déconnexion. De ce point de vue-là, la loi de travail a adopté le 21 juillet 2016, notamment dans le code à son article 2242-8-7, ce droit à la déconnexion, et comme je l'indiquais en introduction, avec une position au 1er janvier 2017. Que nous dit rapidement cet article? C'est la nécessité d'assurer les temps de repos et de congés et respecter bien sûr la législation en matière de temps du travail, c'est-à-dire l'aménagement du temps de travail, les temps de repos obligatoires, les compensations, etc. Donc du coup, on a un premier dispositif pour assurer tout ça, c'est le droit à la déconnexion. C'est-à-dire quand est-ce que l'on doit parler de tout ça? Je peux vous dire que j'ai un certain nombre de sociétés, d'ailleurs pas les plus grosses, qui ont anticipé un petit peu tout ça, mais des sociétés de 20 à 50 à 100 salariés qui me demandent, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lors des négociations annuelles, par rapport là aux institutions représentatives du personnel, vous devez inclure cette question et vous mettre en posture de proposer un certain nombre de solutions, ou en tout cas de réfléchir. Si on n'arrive pas à un accord lors de ces négociations annuelles obligatoires, l'employeur reprend la main et peut, dans le cadre d'une charte qui sera, à mon sens, et qui devra être annexée au règlement intérieur, pour être opposable aux salariés, faire l'objet des règles issues du droit à la déconnexion que l'on doit mettre en place. Donc, charte, soit annexée au règlement intérieur, si elle ne l'est pas, donc ici il n'y a pas de pouvoir contraignant, ou annexée au règlement intérieur, tout ça, vous l'avez bien compris, c'est du domaine de la négociation collective. Il est intéressant, me semble-t-il, d'anticiper un certain nombre de dispositions, notamment même au niveau technique. Je rappelle ce qui existe déjà, c'est la coupure des systèmes informatiques sur les smartphones en dehors des heures de travail, orienter effectivement les débats selon l'intérêt et les besoins de l'entreprise. Vous avez certaines boîtes, en termes de déconnexion par exemple, qui vont à partir de 19h tamiser leur bureau. Alors que la lumière va, très concrètement, pour inviter les personnes à quitter le bureau. D'autres qui vont couper le serveur de messagerie, notamment pendant les vacances. Je rappellerai que Daimler en Allemagne a fait ça, et qui revient un peu en arrière. Parce que il faut quand même...
il faut quand même répondre à ses clients. Donc là, il y a quand même une adéquation, une articulation à avoir techniquement pour pouvoir quand même répondre à ça. Ça veut dire, très concrètement, qu'il faut dès le 1er janvier 2017 être en posture, dire oui, on réfléchit à la question, non, je ne serai pas à l'heure le 1er janvier 2017 parce que c'est extrêmement compliqué quand même à digérer tout ça. Mais si jamais il y a des délits d'entrave qui sont en train d'être réfléchis par nos amis syndicats, il faudra quand même pouvoir justifier aux magistrats que l'on est en train d'étudier la question. Voilà. J'en ai terminé de ce focus sur les technosurveillances et c'est la période des questions. Si vous en avez, je suis tout oui. Madame, je vous écoute.